Depuis 2015, le monde vit une crise migratoire sans précédent. Les Syriens qui fuient leur pays en guerre, les ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne empruntant les routes périlleuses du désert du Sahara pour la Libye. Ensuite, la traversée de la Méditerranée qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est avérée être une tombe pour ces migrants africains avec des milliers de morts. Malgré tous ces dangers, la ruée vers l'Europe des Africains n'a pas disparu. Aujourd'hui, on se pose la question à qui profite la tragédie, les enjeux de la migration clandestine sous l'œil de l'intelligence économique. C'est maintenant. Pour en parler, nous sommes avec nos deux consultants habituels. Docteur Alexis Kofi-Yeboah, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Docteur Alexis Kofi-Yeboah est formateur à l'école de gestion, à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Abidjan. Vous êtes spécialiste en intelligence économique. Avec nous sur le plateau, Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique. Alors, chers consultants, tout de suite, nous allons aller dans les profondeurs historiques et voir les conséquences de l'immigration en elle-même. Comment cela a-t-il commencé, Sadia? Oui, merci beaucoup, M. Sibaï. L'immigration des Africains vers les pays occidentaux a commencé selon deux mouvements en histoire. Il y a d'abord un premier mouvement qu'on peut qualifier d'involontaire, qui a consisté à la déportation de près de 15 millions d'Africains hors du continent africain de 1650 aux années 1800, qui coïncidait avec l'abolition de l'esclavage. Bien entendu, après cette période aussi, nous avons eu les deux guerres mondiales, la première et la deuxième guerre mondiale, au cours de laquelle des Africains ont été déportés en Europe pour porter une assistance aux anciennes puissances coloniales qui étaient en déroute face à l'armée allemande. Et juste après cette période, donc, il a fallu la reconstruction de l'Europe qui a entraîné ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Il fallait donc des mains, des ouvriers pour pouvoir bâtir les infrastructures qui ont été détruites pendant la guerre. Et donc cela aussi a nécessité le déplacement, cette fois-ci volontaire au nom de certains travailleurs africains vers les pays européens principalement. Et là, on parle aussi principalement des Maghrébins. Et je dirais les ouvriers maghrébins dans les usines de Renault, de Citroën et aussi de Peugeot en France, pour vous donner cet exemple-là. Et après cela aussi, il y a eu la période de l'indépendance qui a nécessité la formation des cadres pour les nouvelles colonies qui venaient juste d'être créées. Et donc, beaucoup d'infrastructures scolaires n'existant pas en Afrique, il a fallu envoyer certains ressortissants africains en Europe pour acquérir des compétences et venir diriger leur pays. Et donc, cette fois-ci, ce sont des déplacements volontaires. Cette fois-ci, ce sont des déplacements volontaires. Et puis maintenant, le gros lot maintenant a commencé à partir des années 90, suite aux événements, aux effets conjugués des effets néfastes des programmes d'ajustement structurel des institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, et aussi avec la dévaluation du franc CFA et les conséquences aussi de l'espoir suscité par l'ouverture démocratique en 1990, qui n'a pas donné les résultats escomptés par les jeunes populations africaines. Et donc cela depuis 1990. Et ce mouvement s'est amplifié à partir des années 2000. Et puis sous l'effet conjugué aussi des différentes guerres et rébellions qui ont eu lieu en Afrique. Et cela a entraîné une désaffection des jeunes qui ne croient plus en leur pays, dans leur continent, et qui par vagues ont commencé à affluer vers l'Europe. D'abord de façon régulière, et dès l'instant où les pays européens ont commencé à se protéger, cette immigration est devenue irrégulière. Est devenue irrégulière, l'immigration clandestine donc. Bien Alors, entendu. docteur, à écouter Sadia, si on reste dans les profondeurs historiques, alors les premiers immigrés, volontaires ou pas, étaient en faveur de l'Europe. Exactement, exactement. Je pense que ce que M. Sadia n'a pas mentionné, c'est certainement qu'il allait très vite
Lorsque l'Europe a commencé à se reconstruire, ils ont fait appel aux ouvriers maghrébins, donc il y a eu la croissance. Et quand on dit il y a la croissance dans un pays, le pays demande encore plus de main-d'œuvre. Alors, notamment la France a fait appel aux Africains, les Africains d'Afrique noire, notamment les Sénégalais et les Maliens. Souvenez-vous que la mairie de Paris venait chercher les Maliens pour aller faire les boulots que les Français eux-mêmes ne voulaient pas faire. Donc, c'est là qu'on a commencé à retrouver nos frères africains en grand nombre en France et dans les autres pays. Et il faut aussi dire que ce mouvement, en tout cas, a été exacerbé après, parce que ça a créé des problèmes politiques, etc. Il y a eu des mesures que l'État essayait de limiter. Chaque gouvernement qui se succédait, il y avait quand même un impact. En France même. Donc ça a commencé à créer des mesures. Vous avez vu souvent la marche des sans-papiers, etc., etc. Mais comme il a dit, c'est surtout les difficultés économiques de nos États qui ont fait que beaucoup de nos jeunes, beaucoup de jeunes de nos pays ont commencé à chercher à aller à l'étranger, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais pour nous issus des pays francophones, la destination première, c'est la France. C'est plus tard que, bon, des pays qui étaient peut-être même des pays où les populations allaient plutôt dans d'autres pays, notamment l'Espagne. Les Espagnols avaient l'habitude de migrer en France. Et donc, ce pays a commencé à se porter mieux, alors est devenu un pays d'accueil de migrants. Donc, je veux dire que, en fait, c'est un phénomène naturel. Les hommes vont là où il fait bon vivre. Alors, donc, c'est l'immigration économique. Hein? Exactement. L'immigration économique. Mais aujourd'hui, ces dernières années, comme vous l'avez dit, depuis 2000, on voit que le phénomène a pris une ampleur, souvent incalculable. Et ces jeunes qui vont vers l'Europe, et quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui? Oui, on n'a pas tous les chiffres, mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je crois que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé il n'y a pas longtemps près de 1500 jeunes chaque mois qui partent. Ça, c'est énorme. Oui, ça, c'est... Et donc, si vous multipliez le même chiffre au Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Mali, au Burkina, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est un phénomène qui est général, parce que la jeunesse de notre continent ne croit plus, en fait, à ce continent. Et donc, face à tout ce que nous voyons comme image, vous avez le président d'une ONG ivoirienne qui s'appelle SOS Immigration, il parle du phénomène benguiste. Vous voyez, quand on dit quelqu'un qui vient de Bengué, c'est comme quelqu'un qui a réussi. Donc, tout ça, dans l'imagination populaire, tout le monde a envie de faire la même chose. Du coup, même il y a des parents qui encouragent leurs enfants à émigrer. Ok. Sadia, la question qu'on peut se poser, c'est que souvent, certains pays africains tels que la Côte d'Ivoire connaissent depuis quelques années une croissance de l'ordre de 8 à 9%. Malgré cela, on parle de 1500 jeunes qui cherchent à regagner l'Europe chaque mois. Ce n'est pas contradictoire? Oui, ça peut paraître contradictoire à première vue. Je suis d'accord avec vous. Je pense que certains pays africains affichent officiellement des taux de croissance très élevés qui frisent pratiquement les 10%, au contraire des pays occidentaux qui tournent autour des 4%, généralement autour de 5%. Et c'est un paradoxe de voir que ces pays africains n'arrivent pas à retenir les jeunes gens dans leur pays, et que ces jeunes gens ont cette volonté farouche-là de partir de l'autre côté. Est-ce parce que le progrès économique n'arrive pas à rattraper peut-être le boom démographique? Oui, mais je pense qu'il faut voir au-delà des chiffres. Il faut dire qu'il y a des raisons dans tout cela. Je pense qu'il y a d'abord des raisons historiques. Et les raisons historiques, on les a évoquées un peu tout à l'heure, mais je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique francophone, la dévaluation du franc CFA en 1994 a été un élément véritablement qui a joué de façon négative sur le niveau de vie des Africains de façon générale.
Et en 1990, à partir des années 90 de 2000, il y a eu l'espoir de la démocratisation qui est née. Et donc on pensait qu'il y allait y avoir un meilleur partage des richesses nationales. Et bien entendu, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine désillusion qui a commencé à gagner les jeunes en Afrique. Et en plus de ces raisons, des raisons historiques, il y a aussi des raisons géopolitiques, il y a des raisons économiques, il y a même des raisons politiques, il y a des raisons sociologiques. Et donc, en partant par exemple des raisons politiques, je pense que les jeunes Africains aujourd'hui ne croient plus dans leur continent. Le continent aujourd'hui manque d'attractivité et d'attractivité au niveau des jeunes, ce qui les amène à partir. Ils ne voient plus leur avenir dans les pays africains parce que, effectivement, c'est un problème de gouvernance, il faut le dire, gouvernance politique et gouvernance locale. Et je pense que la distribution de la richesse n'est pas assez étendue aux autres couches de la population. De sorte que les jeunes Africains ont l'impression qu'il y a une certaine élite qui mène un train de vie qui est au-delà, vraiment souvent de façon ostentatoire, et auquel ils n'ont pas véritablement accès. Je vous donne des exemples très simples. La plupart de nos élites, ce soit en France, dans les pays européens, ils ont leurs enfants qui vont dans les universités européennes, et même ils font des vacances dans les pays européens, ils y envoient tous leurs fonds dans les pays européens, etc. etc. Et donc vous voyez, cela montre, ce sont des exemples qui montrent. Donc il est difficile pour nos dirigeants africains de dire à la jeunesse, non, n'allez pas en Europe, quand eux-mêmes, ils envoient leurs enfants, leurs biens, etc. Et ils vont même pour se reposer. Donc ça, c'est un élément véritablement important. Et aussi, je pense aussi qu'il y a un véritable travail à faire aussi à ce niveau-là. Il y a la raison géopolitique. Ça, on l'a dit, les raisons géopolitiques, elles sont qu'il y a la division internationale du travail. La division internationale du travail maintient l'Afrique dans une position de pourvoyeuse de matières premières. Quand l'Europe produit la technicité et le capital pour produire des biens, et l'Asie, les pays asiatiques, eux, il leur est dévolu le rôle de fournir la main-d'œuvre. Donc cela, je pense qu'il y a une barrière qui a tendance à maintenir les Africains dans cette position de pourvoyeuse de matières premières. Et un autre élément aussi qui est important, qui est là aussi, c'est qu'il y a la fuite ici illicite des capitaux. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus. Nous avons près de 60 milliards de dollars qui fuient, qui vont de façon illégale, qui quittent de façon illégale le continent africain chaque année. Ça fait près de 36 000 milliards de francs CFA qui fuient le continent africain. Et donc ces ressources-là, si elles étaient restées dans le continent africain, je pense que ça aurait permis de créer, j'allais dire, le bien-être dont les jeunes Africains ont besoin. Alors docteur, il y a la chancelière allemande Angela Merkel qui disait que c'est fondamentalement un problème de gouvernance. Vous partagez son opinion? Oui, elle a raison en partie. Je pense qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais il n'y a pas que les problèmes de gouvernance. Vous savez, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes le 4e pays derrière le Nigeria par rapport aux migrants. Vous avez le Nigeria d'abord, vous avez la Guinée, Bangladesh et puis la Côte d'Ivoire. Ce qui n'existait pas il y a des années en arrière. Il n'y a pas que les problèmes de gouvernance. Ici, nous avons les effets, par exemple, du changement climatique qui agissent, qui fait que, bon, nous avons des gens qui n'ont plus de revenus, ceux qui sont dans le milieu rural, qui viennent tous en ville, et une fois qu'ils sont arrivés en ville, le reste du chemin, c'est de prendre le chemin du désert et ensuite le chemin de la mer pour l'Europe. Donc, il y a effectivement, je ne peux pas le nier, il y a effectivement des problèmes de gouvernance, comme M. Sadia vient de le dire, de partage du fruit de la croissance, etc. Mais il faut dire aussi que notre système éducatif, par exemple, qui est en panne, tous les jours, ce sont les grèves. Vous savez que la FESI est née, enfin pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la FESI est née dans les années 90 quand les problèmes ont commencé. La FESI, voilà. C'est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, une puissante fédération d'élèves et d'étudiants. Exactement. Donc les grèves ont commencé dans les universités et c'est le même phénomène en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, à Ouaga, à Cotonou. Dans toutes les universités africaines, il y a tout le temps des grèves. Donc les étudiants n'arrivent pas à étudier. Ça, ce sont les jeunes, ça c'est une partie des jeunes.
Ensuite, quand vous finissez vos études, vous ne savez pas où aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, les jeunes, ils préfèrent abandonner tout et puis prendre la route de l'exil. Mais, chose qui est paradoxale quand même, tous ceux qui vont, 70% d'entre eux ont une activité déjà ici. C'est ça qui est vraiment étonnant. 70% des personnes qui s'en vont, souvent ils vendent tout ce qu'ils ont ici, voitures, activités commerciales, et puis ils prennent le chemin de la migration. Et parfois, les parents arrivent à mobiliser des fonds, souvent des fonds colossaux, de l'ordre de 4 à 8 millions de francs CFA, le remettre à leurs enfants pour faire la traversée périlleuse du désert. Exactement. Et de la mer. Exactement. Le minimum qu'il faut réunir pour faire ce voyage, c'est au moins 1,5 million. Ah. Le minimum. Mais avec 1,5 million, on peut bien vivre ici en Côte d'Ivoire. On peut faire d'autres choses. Donc ce phénomène n'est pas lié seulement, il ne faut pas jeter la pierre au gouvernement pour dire que c'est des problèmes de gouvernance. Il s'agit aussi de nous-mêmes. Nous-mêmes, habitants de ce continent, qui devons croire au potentiel de ce continent, parce que ce ne sont pas les autres qui vont venir mettre en valeur ce continent à notre place. Ça, il faut le dire. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la richesse attire les hommes. Si l'Europe a 32% du PIB mondial et que l'Europe fait seulement que 6% de la population mondiale, il est normal que le reste de la population mondiale cherche à aller vers l'Europe. Si l'Afrique avait 32% du PIB mondial, le même mouvement allait avoir lieu sur le continent africain. Et je pense aussi que la même manière dont les jeunes de notre continent cherchent à migrer, je donne l'exemple de la France, les jeunes Français même cherchent à migrer, à aller vers le Canada, vers les États-Unis. Donc, chaque citoyen, chaque homme sur cette terre cherche à aller là où il fait mieux vivre. Et ici, ce qui aggrave notre situation, ce sont les crises politiques, le manque de démocratie, le manque de transparence, les infrastructures qui sont pratiquement absents, le système de santé qui est carrément, on va dire, en panne. Et tout ça, avec tous les phénomènes, les maladies, le sida, Ebola qu'on brandit. Et en plus, et là encore, c'est encore plus grave, ce que la presse, je sais que nous sommes sur un plateau de télé, mais ce que la télévision en général montre de l'Afrique, il n'y a pas de bonnes images. Et c'est tout ça qui fait que, alors, de façon, on va dire, naturelle, il y a un tropisme naturel à vouloir quitter ce continent. Même quand on a une situation ici, je connais des gens qui ont des positions très bien dans ce pays, mais qui ont tout laissé tomber pour aller à l'aventure. Alors moi, je voulais rebondir sur ce point, parce que c'est le point clé de l'immigration. Comment comprendre ce paradoxe? Sauf que des personnes, il a dit tout à l'heure, c'est vrai, pour pouvoir émigrer de cette façon-là, il faut réunir un minimum de moyens. Comment ces personnes, avec 1 500 000, 2 500 000 que ces personnes peuvent avoir, commencer une activité génératrice de revenus ici dans leur pays, comment ces personnes laissent tout et puis elles s'en vont? C'est un manque d'espérance. Et pour ces personnes-là, aller de l'autre côté de la mer, comme on le dit, c'est un investissement. C'est parce que ces personnes ne croient plus en l'Afrique. Donc je pense que pour moi, les gouvernants doivent s'asseoir et analyser ces données-là de façon sereine avec tous les experts, avec les spécialistes, pour comprendre comment des gens qui ont ce niveau, souvent ce sont des hauts cadres de l'administration ou des entreprises privées, qui abandonnent tout, parents et enfants, et puis qui y vont. D'autres aussi avec l'aide de leurs parents qui y vont. Donc cela veut dire que l'Afrique manque d'attractivité, donc il n'y a plus d'espérance dans l'Afrique. Quand on réunit, par exemple, on se dit qu'en réunissant 8 millions ou bien 9 millions pour remettre à un jeune pour aller en Europe, on attend un retour sur investissement. Donc voici, je pense que l'une des raisons clés qui doivent nous amener à mener des réflexions stratégiques, je pense, quand je parle de nous, je parle un peu des gouvernants africains. D'accord. Et cette image idyllique d'un ressortissant africain en Europe et qui se prend en photo et qui le met sur Facebook pour montrer aux autres, ben, regardez, il fait bon vivre ici. Ça a un impact? Oui, bien entendu, ça a un impact et on a parlé des raisons sociologiques. Je pense que, prenons un exemple. Quand on prend deux diplômés qui ont le même niveau, si on prend par exemple un doctorat, l'un diplômé dans une université occidentale et l'autre dans une université africaine, les deux en allant chercher du travail en Europe, celui qui est diplômé en Europe sera retenu.
Mais quand ils viennent en Afrique, celui qui est diplômé en Europe également aura beaucoup plus de faveurs, il aura plus la chance d'être retenu. Donc je veux dire qu'il y a un véritable travail à faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et lorsque nous recherchons les informations, c'est plus facile, j'aurais dit, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, par exemple de l'Occident, d'avoir certaines informations que plutôt aux experts africains qui vont pour chercher ces mêmes informations. Vous savez de quoi je parle. Donc je pense que généralement les spécialistes au niveau des médias aussi s'en plaignent. Souvent les journalistes se plaignent des barrières qui leur sont dressées, devant elles pour avoir accès à certaines informations capitales, parfois même auprès de certaines institutions africaines qui préfèrent donner des informations, ces mêmes informations à, j'allais dire, à des organisations, à des entreprises audiovisuelles ou bien à des chaînes étrangères, pour parler de ce qui est des médias. D'accord. On va revenir sur cette route périlleuse-là. Donc, pour un jeune migrant, il part de la Côte d'Ivoire, il va au Niger, il traverse le désert, il arrive en Libye et puis il cherche à traverser la mer, la Méditerranée, pour se rendre peut-être en Italie, en Espagne et aboutir en France, en Angleterre ou en Allemagne. Mais alors, tout au long de ce parcours, comme on le disait, c'est un parcours périlleux, il y a donc toute une organisation. Et qui sont les acteurs? Et quelles sont leurs stratégies, justement, pour avoir les migrants, pour les aider à traverser, peut-être pour leur soutirer de l'argent? Oui, puisque c'est un phénomène, on va dire, qui est illégal, c'est difficile de retracer les acteurs de façon claire. Mais il faut se dire que si on veut citer les acteurs, on va dire d'abord, il y a l'État même, disons les États, l'État d'origine des migrants et l'État d'accueil des migrants. Ensuite, sur le chemin, nous avons des personnes qui sont ici sur le territoire, qui font du rabattage, pour, comme on le dit, pour rassembler les gens et puis leur proposer le voyage. Donc en un mot, des recruteurs. Exactement, des recruteurs. Il y a des gens qui sont chargés du recrutement. C'est ça. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a beaucoup parlé de la ville de Daroua, où il y a une plateforme. L'État fait tout pour démanteler cette plateforme. Mais en tout cas, il y a des gens, leur travail, c'est de recruter. Et ensuite, vous avez les passeurs qui vivent de cette activité, parce que c'est devenu un trafic très lucratif pour eux. Donc, il y a ces passeurs. Et puis ensuite, vous avez les autres qui ont les pirogues, etc. Et donc, si on veut citer les acteurs, voici, on va dire, mais il faut aussi ne pas oublier les jeunes eux-mêmes. Ils sont acteurs. Et puis bon, nous allons mettre aussi dedans, parmi les acteurs, les sociétés de transfert de fonds, qui aussi sont aussi parmi les acteurs de manière indirecte, parce qu'il y a aussi de l'argent qui circule dans ce mouvement. Et puis bon, les acteurs eux-mêmes, ce sont les jeunes qui décident de partir avec comme acteurs en arrière-plan la famille, les parents qui les poussent à partir. Et donc c'est vraiment un chemin, on va dire, qui est difficile à tracer parce que c'est pratiquement comme de la mafia. Et donc sur les routes du désert, les gens qui risquent de mourir dans le désert, mais ils y vont quand même. Ils risquent et ils sont conscients du danger. Ils sont conscients. Hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, on se dit que non, ils ne savent pas ce qui les attend, mais aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont conscients du danger, mais ils empruntent quand même la route du désert. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir ici. Ils n'ont plus d'espoir dans notre pays. Ils ne croient plus dans notre pays, comme M. Sadia l'a dit. Et ça, il y a un travail important à faire. À l'époque, il y avait une émission qui disait Côte d'Ivoire, l'Eldorado, c'est ici, je crois, sur une des chaînes. Oui, sur la chaîne nationale. Exactement. Ce sont des choses qu'il faut promouvoir, certainement, parce qu'ici, il y a quelque chose à faire. Mais lorsque les gens prennent tous ces risques, c'est qu'il y a même des enfants. C'est ce qui est étonnant. Avant, il n'y avait pas de femmes. Mais de plus en plus, il y a des jeunes filles qui sont dans ce mouvement. Le tiers de ceux qui vont, à peu près, c'est la gente féminine. Du coup, donc c'est un phénomène qui est général. Et donc, les acteurs, pour revenir à votre question, il y a les migrants eux-mêmes, il y a, on va dire, l'État, il y a les passeurs, surtout, les propriétaires des barques qui gagnent de l'argent. Et puis bon, on va dire aussi les organisations
humanitaires, les ONG qui sont un peu dedans, qui essaient de secourir, etc. Et puis enfin, le pays d'accueil. Okay. Pour revenir aux acteurs, chaque acteur a certainement une stratégie. Oui, bien entendu, je pense que les acteurs ont des stratégies. Je pense que la partie qui se retrouve beaucoup plus en difficulté de façon manifeste à l'heure actuelle, ce sont les pays d'accueil, notamment les pays qui ont une façade qui donne sur la Méditerranée, notamment ces acteurs, il faut les citer, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, le Portugal, et puis aussi dans un degré moindre un peu l'Angleterre. L'Angleterre est le point final des migrants, c'est un peu la baleine blanche un peu dans cette affaire. Mais je pense que les Européens, pratiquement l'Union européenne, a développé des stratégies de défense face à cette ruée des migrants africains, parce que là on parle des migrations clandestines, aussi bien la migration clandestine que la migration régulière, parce qu'il faut en parler. Il y a les stratégies de défense. La première stratégie de défense, ce sont les accords qui sont conclus avec certains pays, notamment les pays européens ont conclu des accords avec la Turquie, qui a pour effet de maintenir et de bloquer les migrants syriens qui viennent des zones de combat de l'Afghanistan, de Syrie et d'Irak. Et je pense que cela, ça s'est fait avec vraiment un véritable succès. Maintenant, cette stratégie de défense aussi a été développée, a été dupliquée avec certains pays comme la Libye. La Libye et le Niger, actuellement. Le Niger est le pays principal de transit par lequel les migrants passent pour avoir accès à la Libye. Donc cette stratégie consiste pour les pays de l'Union européenne à former les groupes armés libyens, à leur donner la formation et surtout les gardes-côtes. Surtout les gardes-côtes libyens. Surtout les gardes-côtes libyens et de les entraîner, de leur donner le savoir-faire, mais surtout, en plus encore, c'est de leur apporter un soutien militaire en backup. Et c'est ce qui s'est passé, bien entendu, c'est ce qui a conduit à ce que nous savons et que nous avons pu voir tout récemment. Alors donc, il y a aussi une autre stratégie qui consiste aussi à maintenir, à initier des projets pour maintenir les jeunes Africains sur leur sol. Et en initiant des projets qui vont créer des activités génératrices de revenus. Une autre stratégie auquel certains pays, ces pays d'accueil pensent de plus en plus, c'est de créer des camps à l'intérieur de certains pays africains qui vont confier à des organisations internationales pour pouvoir empêcher les migrants de franchir la barrière et de se jeter à l'eau. Ce que je veux dire, c'est que cette stratégie d'abord a été la première idée qu'ils avaient eue, les pays européens, dès le départ, c'était d'accueillir ces migrants qui entraient. Mais ça ne se fait pas au hasard, il y a des intérêts qui sont cachés dedans. Bien entendu, on le verra tout à l'heure. Ne les accueillent pas au hasard. Voilà, donc, mais bien, après avoir eu leur quota peut-être dont ils avaient besoin pour se régénérer, ces pays européens maintenant ont développé maintenant cette stratégie de défense-là pour maintenir donc, à bien vous écouter, c'est qu'au départ, certains pays européens ont accueilli favorablement tous ces immigrés parce qu'ils en avaient besoin pour leur industrie. Mais bien entendu, puisque l'Allemagne, à elle seule, je crois en 2015 ou 2016, l'Allemagne a intégré près d'1 million de migrants. 1,5 million de migrants. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Il y a un besoin, mais je pense que les puissances occidentales, ce sont des puissances qui font de la prospective, qui font des analyses sur 10 ans, 15 ans. C'est pas comme nous où on attend, on ne se prépare pas. Enfin, nous, je parle des pays africains qui ne se préparent pas, qui ne font pas d'analyse, etc., etc. Ils avaient besoin de cela, de ces migrants à un certain moment. Bon, maintenant, ils n'en ont plus besoin. Bon, donc, ils mettent maintenant des barrières maintenant pour les empêcher d'entrer. Donc, voilà, tout simplement. Docteur, oui. Donc, à écouter M. Sadia, dans un premier temps, c'était en faveur de l'Europe et certains pays avaient besoin de main-d'œuvre. Alors, on a fermé les yeux et puis la ruée ne s'est pas arrêtée. Du coup, c'est devenu un cauchemar pour les pays européens, mais un espoir pour les pays africains. Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'immigration, il faut voir ça aussi comme un élément de la mondialisation, en fait. En fait, l'immigration fait partie des droits fondamentaux d'un individu. On a parlé de liberté de mouvement, liberté de circulation, ça fait partie des droits fondamentaux, en fait. Mais dès lors qu'on a eu ce qu'on appelle la mondialisation, on dit libre circulation des capitaux, il faut qu'il y ait aussi libre circulation des hommes. Et c'est ça. C'est certainement que c'est ça que M. Sadia est en train de parler. Les hommes vont là où il y a du travail. Et lorsqu'ils vont là où il y a du travail, ils vont produire.
Quand ils vont produire, ils vont consommer. Quand ils vont consommer, l'économie va se porter mieux. Mais en fait, je pense que c'est ce sur quoi il faut mettre l'accent. Lorsque les migrants vont dans ces pays, ils permettent à ces pays d'avoir de la main-d'œuvre. Et surtout, il y a des zones, il y a des régions entières de ces pays où la population est en train de vieillir, où il n'y a pratiquement personne. On parle de désertification de certaines régions de la France. Donc, c'est pour en fait peupler une partie de ces territoires. Malheureusement, on ne peut pas peupler un territoire avec des gens qui n'ont rien, parce que ça entraîne un coût social important pour ces pays. Donc, ces pays ont besoin de se protéger, parce qu'il y a plein d'éléments, il y a des enjeux derrière. Donc, on ne peut pas laisser comme ça un pays ouvert. Il y a des questions de sécurité, tout ça. Donc, ils sont obligés de se protéger. Non seulement c'est des Africains, on a peur, on ne sait pas trop, on parle de terrorisme, etc. Donc, les populations ont peur. Donc, les gouvernants même, pour se maintenir au pouvoir, doivent gérer ces questions-là avec beaucoup de rigueur. C'est pour ça que ces genres de situations arrivent. Mais voyons le problème encore d'une autre façon. Supposons que ceux qui partent de l'Afrique étaient des gens fortunés, des gens riches, qui avaient l'argent, mais qui partaient massivement. Pensez-vous qu'il y allait avoir de telles barrières qui allaient les freiner? On n'allait pas parler même d'immigration clandestine. Parce que les pays européens ne veulent pas accueillir toute la pauvreté du monde entier. C'est ça le vrai problème. Il y a un président français qui disait que la France n'est pas la terre de toute la misère du monde. C'est ça. Il a choqué à l'époque, mais bon. Et pourtant, les économistes, les grands économistes qui se sont penchés sur cette question ont démontré que l'immigration, en réalité, au contraire, est bénéfique pour les pays. Parce que lorsque, en économie du travail, lorsque une population arrive, des migrants arrivent, alors la main-d'œuvre est abondante, l'offre est abondante, donc les salaires vont baisser, les entreprises vont recruter, donc les entreprises vont produire plus, et lorsqu'elles vont produire plus, les migrants eux-mêmes vont consommer, donc ça va améliorer la croissance. Ça, ce sont les études qui ont été menées par des économistes qui se sont penchés de façon approfondie sur cette question. Donc l'immigration n'entraîne pas le chômage dans un pays. Par contre, ce sont les coûts immédiats, les coûts sociaux qui sont en fait le vrai problème. Il faut les accueillir, il faut s'occuper d'eux, ils vont peser sur la sécurité sociale. Ça, ce sont quand même des choses qui sont difficiles. Et donc, c'est un phénomène qui ne peut pas être arrêté. Et là, c'est vrai que bon, ailleurs, on a construit des murs, on a mis des barbelés, mais ça ne peut pas s'arrêter. Parce que si les richesses ne vont pas où il y a les hommes vont aller vers les richesses, dit Alfred Sauvy. Et c'est ça en fait. Nous sommes tous dans un tropisme vers là où il y a le mieux-être. Ok, docteur. On va là où il y a le mieux-être. Il y a quelque temps, et c'est vrai que ce n'est plus d'actualité, mais il faut qu'on en parle. Il y a eu de vives émotions quand on a vu comment les migrants étaient traités en Libye. Alors on se pose la question, et les Libyens qui profitent de ce trafic, comment en sommes-nous arrivés à là de les voir traiter de façon inhumaine tous ces migrants dont ils en profitent au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que s'est-il passé? Bon, en fait, je voulais revenir un peu tout à l'heure sur... vous avez demandé quelles sont les différentes stratégies. Les pays africains, c'est-à-dire les pays d'origine des migrants aussi, je pense qu'il y a un certain laisser-aller implicite qui ne se dit pas, les pays africains. C'est cette stratégie-là, c'est cet attentisme-là qui est dû au fait que les dirigeants des pays africains se rendent compte que véritablement ils sont sous une certaine chape de plomb. Toutes leurs richesses, les ressources minières, minéralières et autres là sont envoyées dans les pays européens, et donc puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de pouvoir s'imposer, bon, je pense qu'ils laissent faire. Donc certains pays africains laissent partir
dans le silence, Oui, dans le silence, bien leurs entendu. ressortissants, Oui. parce que bon, ils n'ont pas mieux à leur proposer. C'est ça, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Bon, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils gagnent à laisser partir leurs Il y a des ressortissants? enjeux, tout à l'heure on a des docteur Lanar parlait de ça. Il y a des enjeux dans l'immigration, dans l'immigration des Africains vers les pays occidentaux, que ce soit l'immigration régulière ou bien l'immigration irrégulière. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux géostratégiques, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux sécuritaires même qui sont dedans tout à l'heure. Maintenant, pour en revenir à votre question, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait... quel était notre apport? Ça m'intéresse, ce dont vous parliez. Oui. Je veux dire, est-ce que vous pensez que les fonds rapatriés par les immigrés dans leur pays d'origine pourraient amener certains pays africains à rester silencieux, pour dire, bon, laissons-les partir, de toute façon, s'ils réussissent, ils feront venir de l'argent au pays. Est-ce que cela y est pour quelque chose? Mais bien entendu, je pense qu'il y a un économiste de la Banque mondiale qui a mis ce point en exergue en parlant de l'enjeu économique, l'enjeu financier que constituent les fonds qui sont rapatriés par la diaspora. Les études auxquelles nous avons pu avoir accès nous font état de 60 milliards de dollars chaque année que les Africains qui sont dans la diaspora font venir dans les pays africains, notamment 60 milliards de dollars correspond à près de 36 000 milliards de francs CFA. Et les fonds de la diaspora représentent une part très importante dans le PIB de certains pays africains. On parle par exemple, dans le cas du Libéria, c'est 29%. 29%, dans d'autres pays c'est 20%, en Gambie, au Maroc je te dirais 6%, au Ghana c'est la même chose. Et donc véritablement c'est un enjeu qui est véritablement très important. Et je pense qu'il n'est même pas exploité, j'allais dire, à son juste potentiel. Donc on pourrait, si on veut rester cynique, je suis un chef d'État africain. Qu'est-ce que je gagne à empêcher ma population d'aller en Europe? Non, je pense qu'il ne faut pas exprès, non. Il ne faut pas le dire comme ça. Les autorités, en fait, sont débordées. Vous voyez, un continent où vous avez 70% de la population est jeune. Les gens qui sont... le taux de croissance démographique est très élevé en Afrique. Et cela ne va pas s'arrêter. Pour 2050, on estime à 2,5 milliards les habitants de l'Afrique. Il faut les nourrir, il faut leur donner du travail. Tout à fait. Et le rythme avec lequel vont nos pays, c'est inquiétant. Oui, les autorités sont débordées. Vous voyez, quand vous conduisez une salle de classe, en moins de 6 mois, la classe est remplie. Quand vous conduisez un centre de santé, en moins d'un an, ce centre est dépassé. Donc, c'est le véritable défi auxquels sont confrontées nos autorités. Donc s'ils vont en Europe, bon débarras? Non, je ne suis pas en train de les dédouaner, ils ne se débarrassent pas. Aucun chef d'État ne peut dire bon débarras à ses citoyens. Non. Pour revenir un peu aux enjeux, je vais revenir tout à l'heure à votre question, mais pour revenir un peu aux enjeux, il faut dire par exemple que pour l'Afrique noire subsaharienne, on parle de 33 milliards de dollars, ce qui est pratiquement une fois et demi l'aide au développement. Ce montant pour l'Afrique noire, quand il parle de l'Afrique noire, il parle du Cameroun, du Sénégal. 33 milliards de dollars de quoi? De dollars. Non, 33 milliards de dollars en termes de flux que les migrants... Tu viens de la diaspora. Exactement. Pour le continent. C'est ça. Et encore, c'est la moitié des investissements directs et étrangers en termes de montant. Et ça, c'est tellement important. Malheureusement, comme ce sont des fonds qui viennent de façon, on va dire, mal coordonnée, qui ne sont pas orientés vers des investissements qui vont entraîner l'économie, alors peut-être on ne peut pas mesurer l'impact directement. Mais sinon, c'est un enjeu économique énorme. Le fait que les migrants vont, c'est très important pour leur famille, de façon directe, et puis même pour le pays. Mais ce ne sont pas les dirigeants qui disent non, il faut partir parce que vous allez nous faire venir de l'argent. Non, ce n'est pas les dirigeants. C'est parce que les dirigeants sont aujourd'hui dans une position où il y a tellement de défis. Vous ne pouvez pas régler tout. Il y a tellement de défis. Nous sommes aujourd'hui en train de nous battre contre Boko Haram au Nigeria, les attentats ici au Burkina, partout. Donc, les défis sont là.
Seulement, il faut peut-être qu'on change de mentalité, on change de paradigme pour qu'on commence à croire à notre continent. Il y a des choses à faire ici. J'espère que c'est vers là que nos dirigeants doivent faire l'effort de communiquer davantage, d'organiser davantage les ressources pour que les gens restent sur le sol africain et non aller. Sinon, ils ne peuvent pas eux-mêmes dire bon, ben, soyez. Non, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que pour compléter votre question tout à l'heure, les fonds rapatriés par la diaspora nourrissent près de 120 millions d'Africains, selon les chiffres auxquels nous avons pu avoir accès. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des choses qui sont faites de façon implicite, mais regardez comment les choses se font sur le plan international. Vous avez, par exemple, dans certains pays, dont les ressources, que ce soit des ressources minières, minéralières ou pétrolières, appartiennent à d'autres puissances qui sont des anciennes puissances coloniales. Et ce qui fait que ces pays-là, il y a un certain nombre de barrières qu'on ne voit pas, qui sont là, qui empêchent ces pays-là et réellement d'entamer leur développement. Je suis souvent un peu curieux de voir, lorsque je passe dans la zone portuaire, de voir qu'on prend des produits bruts, comme le café, le cacao, l'anacarde, le bois, et on envoie ça de façon brute dans les pays occidentaux pour leur permettre, pour leur première transformation, alors qu'on aurait pu le faire ici. Et depuis près de 30 ans, 40 ans, on parle chaque fois de transformer les matières premières locales en Côte d'Ivoire. Je sais que la plupart de nos dirigeants africains aujourd'hui ont fait des études dans des grandes institutions, ils ont fait des études dans les grandes universités. Bon, ils savent, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui les empêche. Et ce sont ces choses qui les empêchent véritablement de pouvoir partir à l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui apporte la plus-value. Sinon, l'exportation des matières brutes, des matières premières brutes, telles qu'on le voit actuellement, ne peut rien apporter à l'Afrique. Et je pense qu'il y a quelque chose qui empêche ces pays-là, ou bien des puissances qui empêchent ces pays-là, et c'est tout à fait normal. Parce que sur le plan international, les rapports entre les puissances sont des rapports de force. Est-ce que vous convenez? Donc, de façon implicite, il peut y avoir des moyens, que ce soit des moyens militaires, ou bien des moyens diplomatiques, ou bien des moyens d'influence, qui empêchent ces pays africains-là véritablement de faire ce qu'ils veulent. Il y a très longtemps que nos experts participent à des forums internationaux sur l'industrialisation, on en parle, on fait des plans, etc., mais en réalité, ça ne démarre jamais. Voilà. Moi, je pense. D'accord. On va revenir à cette situation en Libye qui a créé beaucoup d'émotions à travers le monde, où on voyait des Libyens traités de façon inhumaine, voire comme des esclaves, des ressortissants d'Afrique subsaharienne. Vous, quel commentaire vous faites? Non, je pense que c'est un peu la résultante de quand un pays est déstabilisé, le pays est carrément liquéfié en termes de structure. Du coup, le pays est parcellisé dans les mains de groupes armés, dont de telles dérives vraiment sont possibles. Et il faut aller plus loin. En dehors de ce que nous avons vu à la télévision, il faut penser à tout ce qui est prostitution, trafic de drogue, même des trafics d'organes humains, tout ça, il faut l'imaginer. Cela est possible parce qu'il n'y a plus l'État. Et donc, mais c'est aussi les comportements, comme je rejoins un peu M. Sadia, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, je rejoins un peu, c'est un peu les comportements de prédateurs de certaines puissances qui, bon, pour des raisons géopolitiques, ont déstabilisé la Libye. Et c'est ça qui envoie tout ça. Et là, c'est des choses qui, nous, en tant qu'Africains, peuvent nous révolter. D'ailleurs, le gouvernement, je crois, autant de Tony Blair ou bien un des premiers ministres anglais, je crois le peuple, enfin les parlementaires ont quand même présenté un peu les excuses parce qu'ils ont contribué, l'État anglais a contribué à déstabiliser un pays qui, les Libyens avaient un niveau de vie assez respectable, ils étaient à l'aise, ils ne sont que 5 millions d'habitants et un pays très riche. Et donc, du fait que le pays est abandonné, on va dire, dans la main des groupes armés. Et ça, je pense que c'est aussi dû un peu à toutes les mesures qui ont été mises pour essayer de freiner un peu l'immigration. Donc, ce sont des moyens pour décourager aussi ceux qui veulent traverser la mer. Et donc, c'est des choses qui ont choqué. Mais il faut voir derrière ça un peu que le pays, on va dire, en tant qu'État, n'a plus les moyens de contrôler tout le territoire. Donc, il y a des dérives possibles. Et je pense que c'est un peu ça. Et là, on peut pointer directement les puissances occidentales qui ont agi, même tout ce que nous avons ici comme phénomène, Boko Haram, etc., la crise du Mali,
est lié un peu à ce qui s'est passé en Libye. Okay, moi, je voulais ajouter que, je pense que si on peut, en tant qu'Africains, nous avons notre orgueil qui a été touché par ce qui tout ce qui s'est passé en Libye, la maltraitance envers les ressortissants, les migrants africains. Mais je vais dire qu'on ne connaît pas réellement la teneur de l'accord qu'il y a eu entre l'Union européenne et la Libye. Et je vous ai dit tout à l'heure que la stratégie de défense développée par l'Union européenne, c'est d'endiguer l'arrivée des migrants africains en passant par la Libye. Mais je pense que les résultats donnent raison à la Libye, parce que de 360 000 migrants en 2015, on est passé à près de 171 000 migrants. C'est-à-dire que c'est plus de la moitié des migrants. Donc, je pense, je ne peux pas, je ne veux pas dire l'Union européenne a demandé aux Libyens de maltraiter les Africains. Mais si on regarde les chiffres, on voit que les chiffres donnent raison. Donc un peu, les Libyens, ils étaient dans un rôle. Voilà, ils étaient dans un rôle. Moi, empêcher, décourager. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Voilà. Alors, donc, c'est une autorisation. Donc. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va souffrir cet enfer-là, et puis quand il va sortir de là, vous pensez que cette personne va revenir encore prendre cette route-là encore? Non, mais les résultats sont là. Voilà. Bon, on ne peut pas le dire officiellement quand même. Je crois qu'il faut le mettre sur le compte d'un État qui s'est déstabilisé carrément. Et quand un État, nous-mêmes on a vécu ça ici, quand un État est en difficulté, il y a des groupes armés qui se forment un peu partout. Donc et ces groupes font leur loi. Exactement. Ok, on va revenir aux enjeux cachés. Ok, c'est vrai que tout ce qui est caché fait peur et est beaucoup discutable, mais est-ce qu'il y a des enjeux cachés derrière tout ce phénomène d'immigration clandestine? Oui, on les a quand même un peu abordés. Il y a des enjeux, d'abord, il y a des enjeux démographiques, comme on l'a dit. Le fait que les gens migrent, ils vont combler un peu le déficit de population, les problèmes de vieillissement, etc. Mais il y a aussi il y a des enjeux culturels, des enjeux sociologiques, parce que lorsque les gens migrent, ils vont modifier l'équilibre sociologique d'un autre territoire, ce qui n'est pas simple. Il y a aussi les enjeux politiques. Et là, je me place du point de vue des politiciens des pays européens. Lorsque vous voulez être président de la République dans un État européen, si vous commencez à brandir les problèmes d'immigration, vous allez avoir un écho favorable dans la droite, l'extrême droite en particulier. Et l'extrême droite qui monte. Etc. Donc c'est un élément de campagne. Vous voyez, quand le président Nicolas Sarkozy devait être élu, les problèmes d'immigration, en tout cas, il en a fait écho. Et cela lui a permis quand même d'être élu. Donc c'est des choses, c'est des enjeux cachés qui sont derrière. Donc on peut brandir l'immigration comme un torchon qui permet, en tout cas, ça fait peur aussi à la population. Et donc les populations cherchent des gens qui peuvent les protéger contre l'immigration. Cela s'est passé, on va dire, en Autriche, en Hongrie, dans tous ces pays. En fait, même en Italie, l'extrême droite est en train de monter parce qu'il y a l'immigration. Quand vous prenez même la France, dans le nord Pas-de-Calais, vous voyez que pour avoir la mairie, parce que là-bas, c'est là-bas que c'était la porte pour les immigrés pour aller à Londres. Donc là-bas, l'extrême droite est plus en puissance. Donc il y a des enjeux politiques. Et puis bon, on a parlé aussi des enjeux économiques, notamment le transfert de fonds, etc., etc. Et il y a aussi, derrière ça, il faut voir un peu certains pays quand même qui profitent de l'immigration. Les pays de transit, hein, que ce soit le Niger, le Maroc, la Libye, la Tunisie, tous ces pays se voient renforcés dans le système de sécurité et de défense à travers l'aide que apportent les fonds subsidiaires de l'Union européenne. Donc il y a des enjeux derrière. Donc souvent, dans une adversité, il y a des gens qui en tirent aussi. Il y a des opportunités. Exactement. Il y a des gens qui tirent des marrons du feu. Ok, c'est-à-dire donc l'immigration peut être un fonds de commerce pour les politiciens européens. Oui, mais bien entendu, c'est ce que le docteur a dit tout à l'heure. Je pense que pour pouvoir gagner l'électorat, le cœur de l'électorat en Europe aujourd'hui, je pense que la problématique de l'immigration figure en bonne place, en tout cas dans le programme des politiciens et des candidats aux différentes élections en Europe. Moi, je voulais aussi revenir un peu sur une partie de l'enjeu économique. C'est qu'on
l'estime à près de 3600 milliards de francs CFA qui ont été brassés par les réseaux de passeurs l'an passé. Et donc je pense que c'est un enjeu véritablement important, de sorte que ces personnes-là ne sont pas, c'est une source de revenus pour ces personnes-là qui ne sont pas prêtes à faire en sorte que ce trafic-là puisse s'arrêter. Il y a aussi les enjeux sécuritaires. Les pays européens se protègent parce que toute organisation, par exemple, a le devoir de se protéger pour éviter les périls dont le docteur a parlé tout à l'heure. Je pense aussi que les enjeux sécuritaires sont importants, étant entendu que depuis un certain moment, quand même, certains pays européens sont un peu la cible d'attentats terroristes. Donc, et lorsque vous regardez, je ne sais pas si c'est de façon opportune, mais la plupart des noms des personnes qui sont souvent soit arrêtées comme des suspects ou bien soit des commanditaires à l'intérieur ou à l'extérieur de ces mouvements-là sont généralement des gens qui ne viennent pas d'Europe, d'Afrique du Nord, de ceci, de cela. Donc c'est tout à fait normal que... Non, je pense que sur ce point, il faut mettre quand même un petit bémol. Oui. Souvent, ceux qui posent les attentats terroristes, ce sont les citoyens de la deuxième génération. Ce sont des gens qui sont nés là-bas et qui ont vécu là-bas. Mais ils n'en sont pas moins africains. Ce que je veux vous dire, ils n'en sont pas moins africains. Je ne vous contredis pas, mais je dis de nuancer en fait. Ce ne sont pas les migrants directement qui posent les attaques terroristes, mais ce sont des citoyens de ces États en fait. Oui, mais bien entendu, il y a un pas qui est fait entre un Mohamed Arachouche qui vit en France et puis celui qui vit dans un pays en Afrique du Nord. Quelle est la différence que les populations européennes font? Je suis bien tout à fait d'accord que vous vouliez qu'on fasse un bémol, je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, il y a un pas qui est vite franchi réellement. Donc, les enjeux sécuritaires sont des enjeux véritablement importants. Il y a aussi les enjeux culturels. Chaque pays aussi a le devoir de protéger sa population. Protéger sa population contre les périls culturels. Parce que ceux qui viennent ici, ils sont plus nombreux que vous. À quel degré vous pouvez intégrer sans vous désintégrer vous-même? Vous voyez, je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire comparaison n'est pas raison, mais vous voyez dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans certains villages, où il y a des migrants de certains pays d'Afrique de l'Ouest qui sont encore plus nombreux que certains autochtones de la Côte d'Ivoire. Dans certaines régions du Sud, je crois, Sud-Ouest, etc., moi je parle des exemples que j'ai déjà vécu. Donc cela dit que c'est véritablement important aussi pour ces pays-là de se protéger. Et donc, en faisant cela, ces pays-là n'agissent pas au hasard. D'accord. Tout de suite, on va aborder maintenant les solutions possibles. On sait que récemment, à Niamey, au Niger, il y a eu un colloque qui s'est tenu et des propositions ont été faites allant dans le sens de renforcer en moyens matériels et en formation des gardes-côtes et des soldats des pays africains, créer des camps sur le continent. Docteur Yeboah, vous, y a-t-il d'autres pistes de solutions viables? Je pense qu'en plus de toutes ces mesures, il faut peut-être revenir un peu à tout ce qui est mass média, notamment la culture même, l'image que renvoie l'Afrique. Par exemple, c'est très rare de voir sur les chaînes étrangères de belles images de l'Afrique. On va montrer les bombes, Boko Haram, le sida, Ebola, Lassa. Ce sont des choses qui font que nous-mêmes, Africains, nous ne croyons plus en l'Afrique. Donc c'est un travail qu'il faut faire du point de vue culturel. Et puis en plus, les pays même doivent mieux organiser la distribution des ressources pour que les gens aient de quoi vivre de façon décente. M. Sadia l'a dit et nous sommes très contents que le Niger ait dit que désormais, pour aller se soigner à l'étranger, aux frais de l'État, il faut d'abord justifier que la maladie pour laquelle vous allez vous soigner à l'étranger n'est pas soignée au Niger. Et donc, il faut améliorer les conditions de vie de façon générale des populations, alors ça va réduire. Vous savez, il y a très longtemps, les Ivoiriens ne connaissaient pas l'immigration parce qu'on était dans des conditions économiques favorables. Donc, à nous de développer notre pays. Personne ne va venir le faire à notre place. Et je prends l'exemple, pour terminer, l'exemple du Rwanda. Le président Paul Kagame, on peut le tasser de tous les noms, mais quand on voit ce pays, les Rwandais eux-mêmes, ils croient en leur pays. Le pays est propre, les rues sont propres, tout est en ordre. Et c'est ça qu'il faut pour un pays. L'espoir est là. L'espoir est là. Moi, je proposerais comme solution, par exemple, une amnistie financière, par exemple, des fonds
qui sont des fonds qui ont été illicitement placés à l'extérieur de l'Afrique, par exemple, soit par des dirigeants ou par d'autres organisations. Je vais vous donner un exemple. Tout récemment, nous avons appris que nous avons eu accès à certaines sources selon lesquelles 11 milliards de dollars qui ont été placés par la Libye auraient disparu d'une banque en Belgique. 11 milliards, ça représente à peu près 600 milliards, quelque chose comme ça, des francs CFA. Donc, donc il faut faire cette amnistie-là, déclarer une période. Je pense que le nouveau président du Zimbabwe l'avait dit à un moment, il donnait une période à ceux qui ont placé de l'argent à l'extérieur pour que ces personnes puissent rapatrier cet argent-là, pour que cet argent puisse travailler. Parce que les fonds illicites placés par les Africains en Europe, dans les banques, permettent aussi à ces pays occidentaux-là de pouvoir se développer. Alors donc, l'argent est déjà sorti, il faut le laisser rentrer. Et puis bon, si on met certaines conditions, je pense que cet argent peut être utilisé parce que l'Afrique aussi a besoin d'argent frais, d'investissement direct aussi. Donc moi, voici l'une des propositions que je pourrais faire pour aider aussi à endiguer le... Ok, on va terminer rapidement avec les scénarios possibles. Le phénomène va-t-il s'arrêter ou s'amplifier? On connaît un ralentissement maintenant, rapidement, en quelques mots. Non, je pense que ça ne peut pas s'arrêter. Nous serons 2,5 milliards d'Africains en 2050. Le phénomène ne va pas s'arrêter. Et je finis par cette phrase. Si la richesse ne vient pas aux hommes, les hommes vont aller où il y a la richesse. Ok, merci docteur. Oui, moi je pense qu'il y a certaines menaces quand même dont il faut tenir compte aussi. Il y a l'accaparement des terres de la part de certaines multinationales occidentales sur les pays africains, dans les pays africains. Et je pense que si cet accaparement des terres-là continue à la lancer dans laquelle elle est en train d'aller, nous risquons d'avoir des personnes qui n'arrivent plus à se nourrir correctement sur les terres sur lesquelles ils vivent. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si des guerres lassent, ces personnes-là seront tentées véritablement de prendre la route pour partir vers le pays européen. Donc je pense pour ma part que ça, c'est l'un des scénarios qui est actuellement possible. À part aussi des aléas climatiques, on pense aujourd'hui qu'à pratiquement 2/3 des lacs Tchad a séché aujourd'hui. Donc toutes ces personnes qui vivaient autour de ces lacs-là, qui en vivaient, bon, qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes-là? Donc elles vont être obligées de migrer. Mais de plus en plus maintenant, je crois qu'il y a aussi un autre phénomène qui est observé, c'est la migration du sud-sud. C'est-à-dire maintenant des migrants africains maintenant qui vont vers d'autres pays africains qui ont un niveau de vie égal, sinon similaire aux pays occidentaux. Je parle par exemple des pays comme l'Angola et comme l'Afrique du Sud, vers lesquels maintenant ces pays africains s'en vont. Mais je pense qu'à long terme, on ne peut pas arrêter l'immigration africaine vers les pays européens, c'est un mouvement naturel. Mais je pense que de plus en plus, au fur et à mesure que les conditions de vie vont se corser, vont devenir beaucoup plus difficiles pour les jeunes Africains, qu'il n'y aura plus d'alternative, je pense qu'on ne pourra pas arrêter ce mouvement. Merci beaucoup. C'est un mouvement qu'on ne pourra pas arrêter. On peut l'encadrer, on peut faire en sorte qu'il y ait de la richesse pour l'Afrique, pour maintenir la jeunesse africaine. Merci. Et nous parlions des enjeux de l'immigration clandestine sous l'œil de l'intelligence économique. Et pour ce numéro, nous étions avec nos deux consultants habituels, Dr Alexis Kofi-Yeboah. Merci beaucoup. Et aussi Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.